Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les violences en milieu scolaire sont devenues légion au Cameroun. Le pire est finalement arrivé la semaine dernière. Le professeur de mathématiques Boris Hervé Tchakounte est mort, tué par son élève qui fabrique des monstres finalement dans nos établissements scolaires. Nos panélistes de ce soir tenteront de donner une réponse à cette question et puis nous débattrons autour du thème escalade de violence en milieu scolaire qui entretient le système. Et avec nous pour en parler, vous déjà sur la page Facebook de l'émission, puisque vous avez la possibilité de réagir en direct. Déjà sur la page voilà, de Canal 2 International, vous entrez Canal 2 International sur votre moteur de recherche Facebook, ou encore vous tapez Intime Conviction au pluriel et vous allez pouvoir poster votre commentaire sous la publication qui, elle, a déjà été faite. Et puis avec nous pour en parler, on aura des personnes triées sur le volet quand même dans le public, voilà, qui nous donneront leur avis, leur expérience sur la question. Un panel vraiment mélange de plusieurs, des différents acteurs qu'on retrouverait pour un sujet pareil. Et puis dans ce studio avec nous pour en parler, Fridolin Yande, parent d'élèves. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes venu spécialement de Nkonsamba pour ce programme ce soir. J'en suis très fier. Vous êtes arrivé aujourd'hui? Ça va? Tout s'est bien passé? Non, ça s'est bien passé, le voyage. Oui. Pourquoi cette nécessité de voyager? Le sujet nous interpelle tous. Et puis, nous pouvons, comme en tant que parents, apporter des suggestions de solutions. Oui. D'accord. Vous nous en direz un peu plus pendant le programme. Et puis, Thélès Tcheno, vous êtes enseignant marketing et communication. Bonsoir. Bonsoir Aline et merci de m'avoir convié à cette émission pour réfléchir autour de la problématique de la violence en milieu scolaire. Vous nous direz tout ce soir sans langue de bois? Bien évidemment. D'accord. Et puis, un enseignant finalement célèbre, le docteur Magloire Ndongmo. Bonsoir. Bonsoir Aline et bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs et d'amis virtuels sur la toile. Oui. Même s'il s'agit des amis tantôt bénéfiques, tantôt des amis qui portent malheur. Ah bon? Parce que lorsqu'on lance une campagne de sabotage contre vous, vous demandez bien qu'est-ce que vous avez eu à faire de mauvais. Parce que vous savez, que ce soit sur les plateaux, sur Facebook, je me suis toujours battu pour être quelqu'un de réglo, quelqu'un de correct. Si vous parcourez ma page Facebook, vous n'avez pas trouvé quelque chose à me reprocher. Peut-être quelques fois où j'en viens à dire les choses telles qu'elles sont. Mais si on lance une campagne de sabotage contre vous, demandez bien à les personnes tapis dans l'ombre qu'est-ce qu'ils vous veulent. À qui profite cela? À qui profite le crime. Alors, vous n'êtes pas à Yaoundé aujourd'hui? Je suis plus à Yaoundé, j'ai quitté Yaoundé depuis quelques temps. Vous êtes oui. Parce que, bien évidemment, je suis couché à Yaoundé dans les caniveaux du ministère, en train d'interpeller le monsieur le ministre pour qu'il puisse comprendre que nous avons été recalés pour le recrutement et qu'un acte de grâce soit posé à notre endroit. Mais je crois jusqu'ici, le ministre nous a fait la promesse et c'est pour ça que je suis là. Tous, on a regagné levé le camp, regagné nos domiciles et puis nous restons attachés, suspendus aux lèvres du ministre parce que tout est quand même en bon chemin. Déjà, l'université Douala a lancé son campagne de recrutement, le recrutement numérique, le remplacement numérique qui est en cours et le CRA aura lieu demain. Je fasse aussi l'opportunité de dire beaucoup de courage à ceux qui vont faire ce boulot. Et merci particulier pour ceux qui ont pensé, premièrement le ministre lui-même, qui ont pensé à cette possibilité de résoudre cette question de crise. Parce que nous ne sommes pas fiers. Vous imaginez ça, c'est pas le sujet du soir. Vous en avez profité pour en faire le sujet du soir. On en parlera lors de nos prochaines éditions. C'est un peu ça. Docteur Magloire. Aussi, je vais déjà vous dire merci. Merci pour le soutien. On a vu le travail que les médias ont fait. Oui. Particulièrement votre média et bien d'autres que je n'ai pas cités ici. Merci pour le soutien. Oui. C'est ça le rôle, c'est ça notre rôle aussi. Merci. Voilà. Et puis, nous avons notre invité de ce soir qui parlera de son expérience à lui, mais qui sera sous anonymat. On va l'appeler pour la circonstance Blaise. Bonsoir. Bonsoir.
Ça va. On vous entend vraiment de façon audible ce soir. Oui. Vous arrivez à respirer? Tout à fait, tout va bien. D'accord. Vous parlerez, vous nous direz tout sans langue de bois. Il n'y a rien à cacher aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est décédé. Il faut que ça change. Voilà. Le décor est donc planté. Place au témoignage. Alors justement pour ceux qui ont eu, pour vous chers téléspectateurs qui avez eu la possibilité de regarder l'affiche de ce soir, notre invité justement a été plusieurs fois menacé par ses élèves. Je rappelle que vous êtes enseignant, oui, mais en charge de la discipline dans un lycée bilingue de la place. Oui. Alors, on a titré justement, notamment, on va aller droit dans le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Vos élèves ont piraté votre compte Messenger. Oui, tout à fait. Comment est-ce que ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, on ne saurait vous dire exactement comment ils s'y prennent, autant pour moi. Les élèves sont très astucieux de nos jours. Les technologies, les maîtrisent mieux que nous. Et on ne saurait dire exactement comment ça se passe. C'est-à-dire, ce sont des questions qu'on continue à se poser aujourd'hui. Oui. Alors, d'autres questions, c'est comment est-ce que on arrive à vous dire que voilà, vous avez été piraté? Comment est-ce que vous avez su que vous avez été piraté? J'ai su que j'ai été piraté parce que j'ai eu des messages qui m'ont été envoyés. Vous disiez quoi? C'est des messages ils avaient capturé ma messagerie. Ils m'ont renvoyé mes messages avec ma fiancée, mes messages avec ma famille, les messages qui contenaient des conversations de mes business que je faisais. Ils me l'ont renvoyé pour me dire que non, monsieur, nous vous tenons. Ils vous ont dit, monsieur, nous vous tenons. Nous vous tenons, laissez-nous faire notre business. Laissez-nous faire notre business. Vous mettez trop vos yeux dans ce qui ne vous regarde pas. Mais comment est-ce que vous avez fait le rapprochement avec l'école? La conversation le dit clairement. Laissez-nous faire notre business. Vous vous mêlez trop de ce qui ne vous regarde pas. Oui. Alors, et quand vous avez, quelle a été votre réaction? Vous vous rendez compte que vous avez été piraté par ces gens, ces personnes qui sont supposées être vos enfants? Comme tout être humain, on est touché. On est touché, on se sent un tout petit peu abattu. On ne sait comment s'y prendre à la minute. On réfléchit, on prend du recul. Mais il y a un devoir qu'on doit faire et nous ne devons pas nous refroidir, nous relâcher sous prétexte que les élèves ont fait ci, ils ont fait ça pour vous empêcher de faire votre travail proprement. Il s'agit de la jeunesse, il s'agit de nos enfants. Oui, ça on va en parler. Mais qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai pris le dossier à bras-le-corps. Alors je suis allé dans mes salles de classe et j'ai parlé à mes élèves. Je leur ai dit que voilà ce que certains de vos camarades ont fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais parler à l'administration du problème et puis je vais porter plainte. Et c'est ce que j'ai fait. Vous avez déposé plainte? Oui. Et finalement, est-ce que vous avez su qui a fait ça? Jusqu'ici, non. D'accord. Alors cela n'a pas été le seul coup, puisque quelque temps après, fort heureusement, il y a un de vos élèves qui vous prévient de ce qu'un coup est en train d'être préparé contre vous. Oui, tout à fait. Oui, il y a des élèves qui ont planifié m'empoisonner. C'est-à-dire qu'ils avaient mis un stratagème, ils avaient monté tout un stratagème dans lequel il fallait prendre l'une des plus belles filles du lycée. Et moi étant jeune, vous savez que les enseignants sont de plus en plus jeunes aujourd'hui. Alors là, ils ont monté un cours dans lequel il fallait faire venir une fille qui devait acheter des produits comme des pommes de France, de bonne qualité, des liqueurs, et dans lesquels on devait injecter du poison. Alors, il était question dans le stratagème que je consomme ces produits en fin de journée, c'est-à-dire après les classes, et que je tombe pour qu'ils prennent mon corps et le jettent par-dessus la clôture du lycée pour en faire ce qu'ils veulent. Et alors, parmi les enfants, il y a toujours des enfants qui ont cet esprit d'enfant qui ne voulaient pas aller au fond de certaines choses. Il y a un enfant qui est sorti du lot qui avait me dit, monsieur, voici ce qui se prépare contre vous. Pourquoi? Parce que j'avais découvert que les enfants vendaient de l'or, des bijoux en or. Moi, je n'avais jamais vu des bijoux en or. Je voyais des bijoux, tout ce qu'on nous vend là dehors. Mais dans la salle de classe, dans les salles de classe, dans le campus, j'ai découvert que les enfants faisaient le trafic. Qui vendait des bijoux en or à qui? Aux élèves. Aux élèves. Ils se le vendent entre eux.
Mais l'or, ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Et les enfants achetaient ces produits-là et on se demande où est-ce qu'ils prennent tant d'argent. Oui. C'était un peu ça le problème. D'accord. Et puis, la jeune fille, elle est arrivée finalement, elle est venue vers vous? La jeune fille est arrivée, elle est arrivée quelques temps après, mais elle avait déjà été informée, je pense que j'étais au courant du problème, parce que mon attitude, quand elle arrivait, elle savait déjà. Que vous savez? Que j'étais au courant, et elle est venue toute tremblotante, avec ces produits-là, que je n'ai pas pu. Je lui ai dit non, ma chérie, tu es une enfant. Tu es manipulé, tu ne sais pas ce que tu fais. Prends tes produits, va les jeter. Et ils ont compris que le stratagème a été découvert. Oui, tout à fait. Alors, entre-temps, il y a eu beaucoup de coups, vous avez été cambriolé. Oui. Et puis, finalement, un autre de vos élèves est passé aux aveux. Oui. C'est-à-dire qu'il y a cela 2 ans, j'ai été cambriolé chez moi. C'est-à-dire que des gens sont entrés chez moi. Ils ont pris mon téléviseur, ils ont fait des petits dégâts et puis ils sont partis. Et j'avais la ferme conviction qu'il s'agissait des enfants. Parce que le combat était rude au niveau de l'établissement où j'étais. Et je savais que ça venait de là. Et j'ai fait savoir cela à notre proviseur qui m'avait dit de porter plainte contre inconnu. Je lui ai dit, madame, je sais qu'il s'agit des enfants. Je ne porterai pas plainte parce que je sais qu'ils reviendront. Et finalement, il est revenu. 2 ans après, ces enfants sont aujourd'hui à l'université. Ils sont venus, un d'entre eux est venu me voir pour me dire, monsieur, souvenez-vous de tel, vous avez cambriolé, on vous avait volé ci, on vous avait volé ça. C'était nous qui avons monté le coup. Nous n'étions pas conscients de ce que nous faisons. Nous sommes grands aujourd'hui, nous vivons les réalités et nous savons que vous ne voulez que notre bien. Et enfin, des scènes de violence comme ça, on peut parler, puisque vous êtes en charge de la discipline, oui. et vous avez l'habitude de mettre le doigt où ça fait mal, oui, tout à fait. Ça fait que, une autre fois, ils sont arrivés dans des établissements, vous nous dites, avec des couteaux. Oui, c'est pour faire quoi? Ce sont les choses qu'on vit au quotidien dans les établissements, notamment dans les établissements qui se trouvent dans des zones désœuvrées. Ici à Douala par exemple, il y a donc un jour, c'était toujours à la période où le petit Blériot était décédé. La même période où il y avait la remise des bulletins dans presque tous les établissements publics du Cameroun, et nous sommes retrouvés attaqués par des élèves qui sortaient d'un quartier avec des gourdins, avec des couteaux, pour en finir avec un certain nombre de personnes du personnel de l'établissement. Nous avons été sauvés par la cantine, les femmes de la cantine qui nous avaient passé certaines informations, et qu'il y a des élèves qui arrivent, qui veulent faire ci, qui veulent faire ça. Et il y avait la police qui a été alertée, et nous avons pu repousser les enfants qui ont escaladé à nouveau, mais plutôt pour l'extérieur, pour s'enfuir. Ils étaient armés. Ils étaient armés de couteaux, de goût, là, oui. D'accord, c'est quand même assez extraordinaire. Avant qu'on fasse tout, je vais prendre la réaction d'abord des panélistes, et notamment vous, Télestionneau. Vous êtes enseignant, mais cette fois pour le supérieur. Et tout à fait, Aline. Si on vous demande de faire une lecture de ce qu'il a dit. Alors, c'est un témoignage assez fort. Oui, c'est inimaginable. C'est comme on a l'impression d'être dans un film. Dans un film. Et donc, je pense que le témoignage que notre invité fait ce soir mérite d'attirer l'attention de toute la communauté éducative. Il y a pire qui arrive. Oui, bien sûr, parce que les cas que nous avons devant nous ne sont que les cas qui remontent à la surface. Donc je crois que c'est un phénomène qui est assez ancré dans nos lycées probablement, parce que vous avez bien fait de rappeler que je suis enseignant supérieur. Et donc il me semble que ce phénomène-là est plus, je dis, actuel ou actif au niveau du secondaire. Et on peut comprendre que ce soit des enfants qui oxygénalement entre l'âge de 13, 15, 16 ans. 13, vous allez entendre que c'est 11, 12 ans. Pardon, c'est pas... Ça part de la 5e. Hein. Voilà. Donc, vous savez aussi, il y en a qui arrivent à cette classe-là avec un peu de retard. Parce que sinon, ceux qui sont vraiment intelligents, ils passent un peu plus vite.
Mais je pense que cet âge-là, cette tranche d'âge-là est une tranche d'âge assez délicate pour tout le monde. Nous savons tous que c'est la période pendant laquelle les jeunes vivent leur puberté, et pendant cette période-là, il y a je ne sais pas moi comment dire ça, il y a cette envie de s'affirmer. Hein, on pense qu'on est devenu un homme ou une femme, et les rapports qu'on a avec les autres sont toujours empreints de pouvoir. On veut montrer qu'on est un homme ou une femme, et donc ça peut expliquer pourquoi. Ça peut expliquer pourquoi le phénomène est plus ancré au niveau du secondaire. Voilà. Alors à vous, avant de venir à vous, l'enseignant, je demandais aux parents, à vous, voilà, Fridolin Yam 2, vous avez écouté ce que l'enseignant dit, vous êtes parent d'élèves, qu'est-ce que ça vous inspire? Tout d'abord, je voudrais demander en tant que parent d'élèves une minute de silence à la mémoire de ce jeune professeur décédé, si vous permettez. D'accord. Merci. Le témoignage que fait le professeur est tout simplement effrayant. Et je me suis toujours posé la question, compte tenu des nombreuses violences qui se passent dans les établissements de nos jours, je me pose la question de savoir si ce n'est pas une génération d'extraterrestres pour la plupart. Parce que des explications tout simples ne sauraient se trouver. Moi je me dis, c'est un phénomène qui peut partir de la maison. C'est un phénomène qui peut être lié à l'environnement. Ça peut être un phénomène même métaphysique. Est-ce que vous, le parent que vous êtes, vous voyez venir, vous voyez cette situation arriver? Vous êtes quand même président diocésain des parents d'élèves. Tout à fait. Disons qu'au sein des établissements qui sont les nôtres, à partir de la classe 4e, 3e, moi je leur ai donné un nouveau nom, des extraterrestres, parce que leur comportement semble ne pas être naturel, franchement parlant. Et vous vous dites quoi entre vous, les parents, là, quand vous vous retrouvez? Bon, quand il y a rencontre des parents d'élèves, on fait venir le préfet d'études, on fait venir les surveillants généraux, ils nous donnent les rapports de discipline. Et très souvent, c'est toujours encore stupéfiant. Et qu'est-ce que vous faites? Bon, on passe au conseil, à l'étape de conseil de discipline. Et quelle est la sanction? Ça dépend de la gravité des faits. D'accord, l'enseignant nous dira s'il est d'accord avec ce que les APE font. Hein. Tout à l'heure, vous allez nous dire, ou bien c'est juste parce que c'est la télévision et qu'il faut quand même dire aux gens qu'on sanctionne les enfants. Non, censure, madame, censure. Alors, Maglam, donc, voilà, vous êtes enseignant aussi pour le supérieur. En effet. J'avais écouté votre confrère. Très bien. C'est vrai que il faut relever que ce phénomène est plus accentué au secondaire qu'au supérieur, comme il a dit, il a déjà donné les raisons. C'est l'âge de la puberté qui est un âge non seulement d'affirmation, mais aussi d'ébranlement, de remise en cause de l'autorité, que ce soit l'autorité parentale, l'autorité de l'enseignant, ainsi de suite. Et je dois maintenant dire que la situation où nous vivons actuellement, son témoignage le traduit fort bien. Il n'est pas seul, c'est presque un phénomène quasiment généralisé, même si il est difficile aujourd'hui de dire quel est le niveau d'avancement du phénomène en raison de l'absence des statistiques. On est dans un pays où on nous vend d'une telle précarité statistique qu'on n'a pas d'informations. On ne peut que de temps en temps faire des petites spéculations, des petites hypothèses sur lesquelles le phénomène avance. Mais sinon, quand même, la généralisation du phénomène que nous avons aujourd'hui vient d'un long processus qui a commencé quand même il y a plus d'une dizaine d'années. C'est l'aboutissement de ce processus de transformation de manière de voir, de transformation de l'être d'aujourd'hui, à travers les facteurs que nous connaissons, à savoir les réseaux sociaux, essentiellement les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ouvrent les jeunes à d'autres civilisations qui ne sont pas les nôtres. À savoir aussi la culture des libertés, des droits et libertés. Vous savez, les philosophes qu'on appelait, ou les penseurs qu'on appelait les penseurs de la modernité, ils ont élaboré un système de pensée basé sur le principe d'égalité des hommes. Même comme j'ai l'habitude de dire que cette égalité entre les cadets sociaux et puis les aînés a davantage pris l'allure d'égalité-rivalité. Ce qui n'est pas bien, égalité-rivalité, égalité conflictuelle au lieu d'être une égalité complémentarité. Donc c'est ce long processus et puis la précarité, notamment financée dans la famille, qui fait que non seulement
le contexte social dans lequel nous vivons est un contexte de grande précarité, où nous vivons la prégnance de la difficulté dans la vie. L'autorité est remise en cause. L'autorité des parents. Donc vous accusez la pauvreté. On a bien compris. Oui, il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté. Il y a les libertés. Voilà. Il y a la remise en cause de l'autorité. Vous savez, le modèle d'autorité aujourd'hui est essentiellement remise en cause. Et donc c'est tout cela avec le relâchement qui est engendré à ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis que ce que nous vivons ici et là, dans le pays actuellement, c'est un phénomène, c'est une nouvelle race humaine, c'est une nouvelle espèce humaine qui est en train d'émerger et auquel il faut faire face. Fridolin Yamde, vous nous dites qu'il y a une nouvelle race qui est en train d'émerger. Fridolin, il s'agit des extraterrestres. Pour vous, c'est une nouvelle race. On va en savoir plus. On va prendre les avis des internautes. Voilà, il y a des internautes qui nous ont envoyé. Et parmi ces avis, on a une enseignante. Elle est professeure d'espagnol au lycée bilingue de Mbouda. Elle s'appelle Alice Nguetsa. Voilà. Donc on regarde ces vidéos. On se retrouve juste derrière pour le débat. Concernant le thème de ce soir, je dirais que il faudrait que les parents jouent leur rôle, car l'enseignant ne peut jouer à la fois le rôle du parent et celui qui transmet le savoir. Vraiment, chers parents, facilitez la tâche aux enseignants. Il faudrait qu'au sein des établissements, des cellules de dénonciation soient créées. Il faudrait aussi que le chef de l'établissement, de concert avec le gouvernement, organise de temps en temps des patrouilles. Il faudrait aussi que les enseignants aient des comportements dignes, car un enseignant qui se comporte mal est une voie ouverte à un mauvais comportement de l'élève envers lui. Vraiment, chers enseignants, ayez des comportements dignes des enseignants. Il faudrait aussi que le personnel éducatif organise de temps en temps des campagnes de sensibilisation et de prévention contre la consommation des drogues. Car nous le savons tous, la drogue modifie la perception de la réalité. Pour remédier à ce fléau, je préconise que les parents responsables des enfants qui sont mineurs devraient avoir la pleine maîtrise de l'emploi du temps de ces enfants. Le parent doit être capable de savoir où se trouve son enfant, qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas avec lui. Cela paraît fastidieux, mais faisable. Nous pouvons nous appuyer sur des indicateurs tels que les dates du jour qui devraient être marquées dans les cahiers de ces enfants-là. Il suffit juste qu'on constate le décalage d'une ou de 2 journées et on peut contacter directement l'enseignant. Et pour savoir qu'est-ce qui se passe, le parent doit également maîtriser l'itinéraire et le temps nécessaire pour que un enfant rallie le domicile familial. Il suffit simplement qu'il y ait un retard de 30 à 45 minutes et l'enfant est déjà exposé à toutes sortes de menaces extérieures, aux égarements. La violence au milieu scolaire, nous les parents, nous sommes responsables pour ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les parents ont fui de leurs responsabilités. Les parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants chez la ménagère. La mère qui sort, elle rentre à 20h, le père qui sort, il rentre à 22h. Directement dans la chambre, il se couche, sans demander comment l'enfant passait la journée, sans demander ce qui se passait, comment la journée a été. L'enfant est dans son sort, seul avec la ménagère. Donc maintenant, c'est les enseignants et les ménagères qui éduquent nos enfants. Comment l'enfant ne doit pas prendre le couteau? Comment ça se passe qu'un enfant de 3e ou 4e a un téléphone, jusqu'à que sorte le téléphone à la maison pour aller à l'école, sans que le parent se rende compte? Dans la vie, on ne poursuit pas 2 choses au même moment. On doit perdre un. S'il faut poursuivre l'argent, tu ne peux pas poursuivre l'argent et poursuivre l'éducation de l'enfant. Non, tu vas perdre un. Les parents ont tous abandonné et laissé. Est-ce que c'est l'État qui a venu éduquer nos enfants? Mais je pense non. C'est nous les parents qui devons d'abord éduquer nos enfants. Tous les acteurs de la communauté éducative ils sont interpellés. D'abord les pouvoirs publics qui doivent restaurer l'enseignement de la morale dans les programmes scolaires. Ensuite, les mêmes pouvoirs publics doivent valoriser le média enseignant en les restaurant dans leurs droits pour leur éviter la précarité dans laquelle ils vivent. Après, ce sont les parents qui doivent veiller sur leur progéniture afin de leur éviter toute mauvaise compagnie et surtout restaurer le dialogue au sein de la famille, car ce sont les téléphones Android ainsi que les télénovelas qui ont remplacé le dialogue dans la maison.
Enfin, l'enseignant doit exécuter correctement son métier en évitant toutes les relations de proximité avec leurs apprenants, car l'intimité avec eux les conduit au mépris. Enfin, on devra punir correctement ou durement même tout élève qui osera violenter son prochain en milieu scolaire. Alors, vous avez été nombreux justement à réagir sur ce sujet ce soir et on va rentrer dans le débat. Escalade de violence en milieu scolaire, qui entretient le système? Nous allons débattre autour de cette question. Mais je vous propose de regarder, on va regarder ensemble ces quelques vidéos qui ont fait le tour de la toile cette semaine. On va regarder ensemble, voilà, où on a des élèves qui sont en train, des jeunes filles qui sont en train de fumer. Allez savoir ce qu'elles fument. Vous avez des jeunes filles qui sont en train de faire un anniversaire où ils vont, des demandes en mariage et autres, se faire carrément l'homosexualité est prônée. Vous allez voir des vidéos où un enfant ou un élève manque de respect justement à son enseignant. Il parle vraiment de façon dure pendant qu'il est en train de réprimander l'élève. Cet élève-là lui répond à lui, l'enseignant. Ce sont des vidéos comme ça qui ont fait le tour de la toile. On se demande bien où est-ce qu'on va finalement, parce qu'il y a une certaine époque où vous n'aviez même pas le courage de regarder votre surveillant général dans les yeux. Il y avait une certaine époque où, quand c'est la pause, vous n'aviez même pas la possibilité de voir mouche qui vole. Là, on va voir une enseignante, et cette fois-ci, qui est en train de battre sur un enfant. À regarder l'état, c'est sûrement un enfant de la maternelle. Elle est en train de battre sur un enfant. Elle lui demande de laver, de nettoyer. Pourquoi est-ce qu'elle a fait, ses besoins dans la culotte. Là, c'est aussi un enseignant qui est en mauvaise situation. Voilà, c'est bon pour ce qu'on avait à vous présenter ce soir. On revient donc sur le plateau avec vous. Vous allez en entendre encore de plus belle avec notre invité principal qui est là ce soir. Vous avez parlé notamment, vraiment, vous allez être choqués par ce qui va être dit, mais il faudrait que vous commenciez à regarder votre enfant à la maison, à vous intéresser à ce qu'il fait à la maison. Quand l'enseignant va parler, vous aurez des indices pour savoir si votre enfant peut être concerné. Alors, vous avez parlé carrément de ces enfants qui sont des prosénètes. Oui, des enfants nous avons constaté sur le terrain, déjà que les enfants sont recrutés parce qu'ils passent beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons échoué, nous les enseignants, les parents ont échoué, les politiques ont échoué, si bien que les enfants sont éduqués par les réseaux sociaux. Alors, vous nous avez parlé de cet élève qui, vous l'avez découvert, qui a carrément loué un appartement. C'était pour faire quoi? Il ne s'agissait pas d'un seul élève, il s'agissait d'une pléthore d'élèves, des élèves qui allaient de la classe de 4e en seconde. La classe de 4e à seconde? Oui, des élèves qui louaient des appartements meublés, des chambres meublées dans lesquelles ils installaient des filles. Ils logeaient des filles, peut-être ils pouvaient louer un appartement pour une semaine, ou une chambre meublée pour une semaine, mettre une fille là-bas, et chaque élève, quand il est un peu libre, il s'en va. Vous imaginez la suite? Non, je veux comprendre. Des maisons closes où des élèves vont se soulager, et organiser un système organisé entre élèves. Nous avons aujourd'hui des maisons meublées, qu'on offre un peu comme des chambres d'hôtel. Et les enfants, ils aiment bien ce genre de choses, des choses qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Et nous avons découvert que des jeunes garçons le faisaient dans les lycées. Et ces filles les prennent où? Les filles sont les filles qui les prennent au quartier, les filles qui ne fréquentent pas. Ils sont carrément dans des réseaux de la mafia. Les filles qui ne fréquentent pas, elles sont au quartier. Parfois le camarade de classe aussi. La mafia, comme on voit la diablesse et la patronne, tout ça. Faisons parfois le camarade de classe. Vous savez, c'est un système qui est mis en place aujourd'hui dans l'établissement
J'ai parlé tout à l'heure du relâchement moral et de l'effritement de l'autorité. C'est l'aspiration aussi des jeunes à un style de vie que la modernité leur offre, notamment une vie de jouissance. Et parmi ces formes de jouissance, on a la jouissance des produits alcooliques, de la drogue, et puis les jouissances sexuelles. Donc les enfants de plus en plus organisent des séances, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, des séances de rapports sexuels à plusieurs partenaires. Oui, les partous, le poly, donc des parents, il y a des noms. Hein. Si vous entendez vos enfants parler de quand on organise l'anniversaire, souvent ce n'est pas l'anniversaire. Ils ont des codes pour ça. Vous allez entendre des enfants dire qu'on organise le rallye. C'est pas le rallye. Vous allez entendre des enfants dire qu'on organise le mpoti. Hein. Vous allez entendre des enfants... il y a carrément la partouze, c'est le nom qui demande. Il faut vous poser des questions, hein, si vous entendez ces mots-là. Donc c'est un peu ça. Parfois, ce sont même leurs propres camarades de classe, c'est-à-dire ils s'organisent comme ça. Parfois, c'est même au sein de l'établissement, pas nécessairement au détachement. Ils traînent là à peu près à la sortie des classes, autour de 18h, 18h30, où il n'y a plus personne. Et puis quelques étudiants, quelques élèves et garçons et filles, ils se livrent au jeu. Parfois, ils se déportent aussi dans les familles, une famille où on sait que le parent est absent. Plusieurs fois, j'ai été interpellé pour des questions pareilles, où les enfants se sont livrés à des scènes pareilles. Autant pour la consommation des stupéfiants, ils cotisent de l'argent aussi pour en acheter, et puis ils en consomment. Soit dans l'établissement. Cotiser, je ne sais pas trop. Il y a plusieurs systèmes. Ils ont plusieurs sources de financement de l'argent. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est la question d'encadrement de la famille. Parce que là, on va se poser la question de savoir d'où ça vient. C'est la question d'encadrement. C'est-à-dire il y a un relâchement total. La société n'arrive plus à encadrer les gens, leur transmettre le modèle d'homme. On n'arrive plus à fabriquer le modèle d'homme. Et ça, c'est le vrai problème. Alors, l'autre question que moi je voulais, parce que vous avez encore été... là, on a vraiment pris quelqu'un qui est passé par... Il est en charge de la discipline, et là, c'est vraiment extraordinaire. Cet enfant, hein, d'où ça lui sort? Vous lui avez confisqué son téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'entamais... C'était ma première fois, déjà. J'entamais ma première année dans cet établissement-là. Et puis, je passe dans un couloir, et puis je prends une jeune petite fille d'environ 14-15 ans avec qui pianotait son téléphone en classe. Et par la fenêtre, j'arrache le téléphone, et puis je continue mon chemin. Elle ne me suit pas là, elle a attendu que tous les élèves de l'établissement soient vidés pour venir me retrouver dans le bureau. Et dans le bureau, elle n'a pas dit un mot, elle a commencé à se déshabiller. Je laisse tomber, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, monsieur, je voudrais m'offrir à vous pour que vous me remettez mon téléphone. Elle vous a dit, cash, monsieur, je veux m'offrir à vous. Oui, j'étais scandalisé, j'étais choqué, et j'ai passé quelques minutes sans rien dire. Et après, je lui ai demandé, non, rapide-toi, je vais appeler un de mes collègues pour qu'on puisse gérer cette histoire. Il m'a dit, non, appelez, parce qu'il dit, non, attends, j'appelle mon collègue, on ne va pas te blâmer, on ne va pas te battre, on ne va pas t'exposer, nous allons causer avec toi. Il n'y a pas eu que cela, parce que vous en avez eu une autre, parce que vous avez votre méthode à vous, c'est que monsieur, on l'appelait Blaise pour ce soir, quand il confisque votre téléphone, si vous voulez le récupérer, vous le déverrouillez d'abord. Oui. Et vous allez lui dire ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Et vous avez découvert... Oui, cela c'était une petite fille du Form 5 que j'ai surpris dans la salle de classe en train de pianoter son téléphone également. Et j'ai récupéré le téléphone, je lui ai dit non, je n'ai rien contre toi. Déverrouille le téléphone si tu veux le récupérer. Et si ton téléphone est propre, je te le remets. Alors, elle a déverrouillé le téléphone toute innocente, mais en tremblotant. Alors, j'ai récupéré le téléphone et j'ai découvert qu'elle avait dans son WhatsApp des groupes pornographie, même pas pornographie, pédophiles. Et je lui ai demandé, mais qui t'a introduit dans ce type de groupe? Non, ce sont mes camarades. Elle était tellement apeurée que j'ai su qu'elle disait la vérité. Qu'est-ce qu'il y avait dans le groupe? Il y avait des images, des vidéos pornographiques des hommes des pays occidentaux qui couchaient avec des bébés. Oui. Pas qui couchaient avec des bébés, qui détruisaient des bébés. C'est mieux de dire ainsi. Voilà. Et il y a beaucoup qui continuent de ne pas, peut-être, je ne sais pas si c'est par ignorance, de la détention, la diffusion. Donc le simple fait que vous ayez une vidéo, qu'importe d'où ça vient, de la pédophilie infantile, donc d'un enfant,
en situation de rapport sexuel ou bien en situation de sexe, le simple fait d'en avoir un dans votre téléphone, vous êtes passible de sanctions pénales. Le simple fait de diffuser cette vidéo à quelqu'un d'autre, vous êtes passible de sanctions pénales. Mais vous allez voir dans des groupes, ils vont se partager dans des groupes. Mais, ouais, non, on ne partage pour sensibiliser. Vous partagez, il y a des pédophiles endormis qui sont dans des groupes et à qui ça fait plaisir d'avoir ces vidéos-là. Est-ce que vous en parlez? Qu'est-ce que vous faites quand vous retrouvez de la drogue et tout ça? Est-ce que vous en parlez à l'administration? Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, nous convoquons les parents. Nous en parlons à l'administration. Quelquefois, l'administration a eu à prendre des mesures, des mesures draconiennes. Mais il y a des moments où on a été estomaqué de savoir que l'administration n'a rien fait. Je vous parle par exemple d'un enfant qui était un dealer reconnu dans un établissement, qui vendait de la drogue avec un certain nombre de personnes que nous avons surpris. Nous l'avons amené chez le responsable de l'établissement. L'enfant a dit comment est-ce qu'il dealait, qui entrait avec la drogue. Ce sont même plus les jeunes garçons qui entrent avec la drogue dans les établissements. Ce sont les jeunes filles, les petites filles de 4e, de 3e. Alors l'enfant a dénoncé, il a cité tout ce qui faisait ce travail avec lui, mais nous étions étonnés de savoir que l'administration n'a rien fait. Rien fait. Et quand cet enfant est sorti du bureau, il était encore plus violent contre nous. Pourquoi? C'est comme s'il avait été parrainé. Voilà, justement, parlez-nous. Est-ce que vous avez leurs parents aussi, pour ceux qui dealent la drogue, les grands dealers? Est-ce que les grands dealers vous font des remontrances directes, ou bien ils se cachent derrière les petits dealers? Les petits dealers, c'est qu'il y a un système. Il y a la personne, il y a les petits revendeurs de drogue, et donc il y a les grands revendeurs qui donnent ces drogues-là aux enfants. Les grands vendeurs ne se montrent jamais. Ils ne se montrent jamais, ils utilisent ces enfants-là qui sont fragiles, qui sont influençables. D'accord. Alors, moi, d'abord, je m'en vais m'adresser à vous. Des cas, est-ce que dans le secondaire, des cas, justement, est-ce que ça se répertorie dans le supérieur? Après, oui, dans le supérieur. Ces atrocités que commettent, parce que c'est des atrocités qui commettent, monsieur Fridolin Yam2 a parlé des extraterrestres. Oui. Ben écoutez, si ce sont des extraterrestres, c'est que ce sont nos extraterrestres. C'est qu'on a échoué. Oui, on peut pas. Non, moi je pense que pour revenir à cette question de violence en milieu scolaire, il faut qu'on aborde cette question dans un prisme un peu plus général, parce que les violences, nous venons de voir, peut-être que le dernier cas que nous avons sous la main, c'est une violence d'un apprenant, d'un élève, envers son enseignant. Mais nous avons connu avec la mort du petit Blériot, c'était une violence entre les élèves. Voilà, donc il y a ces rapports à la fois verticaux et horizontaux qui sont porteurs tous de violence. Donc on a souvent d'une violence verticale, c'est-à-dire de l'enseignant aussi, vers l'élève. Voilà. Et il ne faut pas l'oublier. Et quelles sont ces violences-là, justement? Mais ces violences peuvent parfois être verbales. C'est-à-dire? Mais quand vous prenez un enfant qui est votre élève et vous commencez à l'injurer avec des termes durs. Lesquels, par exemple? Ben écoutez, je ne sais pas moi, je ne veux pas dire ça à la télé. Rien. Voilà, des choses vraiment dures, quoi. Ouais. Vous voyez? Et ça, je sais qu'il y a des enseignants qui le font. Mais c'est pas bien, parce que les rapports entre l'enseignant et l'élève, n'est-ce pas, sont des rapports, je veux dire, de complémentarité. Donc on a une position, quelqu'un dans la relation qui a une position haute, qui est l'enseignant, et l'autre qui a une position basse. Mais seulement celui qui a la position haute ne doit pas abuser de son autorité. Parce qu'il est porteur d'autorité en tant que celui qui transmet le savoir. Mais il doit savoir où ça s'arrête. Et pourquoi j'en parle? Parce que dans les relations, dans une perspective interactionniste, le comportement d'un individu dans une relation va induire le comportement de l'autre et vice-versa. Donc, c'est pour dire que, c'est pour dire que les violences sont de tous bords. Il y a des violences qui sont exercées par l'enseignant vers l'élève. Il y a des cas de harcèlement, oui, il y a tout très bien, donc des cas d'harcèlement sexuel, il y a de la violence symbolique, il y a de la violence verbale, il y a même de la violence physique. On voit souvent des enseignants venir à la main, au secondaire surtout, oui, on a à la main avec des punitions vraiment, des punitions insupportables, nous on a subi avec le tueur à gaz. Oui.
sans brancher. Bon, encore le tuyau à gaz... Le tuyau à gaz sans brancher. Voilà, d'accord. Oui, mais seulement que vous êtes au courant que nous ne sommes plus à cette époque. Aujourd'hui... Vous n'avez même pas envie de... Voilà, donc, je veux dire, il y a aussi cette violence-là entre les camarades. Parce qu'on a vu avec le cas du jeune Béropé à son âme, c'est un camarade qui avait l'habitude de racketter les autres, de venir confisquer les téléphones, demander de l'argent. Au vu aussi de tout le monde dans l'établissement. Donc, je pense que il faut revoir systématiquement toute la chaîne de valeurs éducatives. Parce qu'il s'agit d'un système. D'accord. Et quand c'est un système, si ça dysfonctionne à un endroit, le reste ne marche pas. Le reste, c'est ce qu'on a eu la semaine dernière, par exemple, ou bien l'année dernière. Alors, dites-nous, vous êtes parents d'élèves. Est-ce que l'enseignant, selon vous, devrait même avoir... Oui, on a eu des cas heureux où l'enseignant a finalement épousé l'élève qu'il a courtisé, l'élève à qui il a transmis du savoir. Le parent que vous êtes, est-ce que vous êtes pour les relations sentimentales avec les enseignants? Ou bien, si vous êtes d'accord, parce que ce serait encadré, est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, je voudrais signaler que l'école ou l'établissement n'est pas un centre matrimonial. Et l'État est formel là-dessus. Ah bon? Oui, l'État est formel. Pas de relation entre enseignants et apprenants. Si je ne me trompe pas. Les enseignants nous regardent ce soir. Oui. Pas de relation sentimentale. Mais ils savaient qu'avec leur jeunesse, ils ont plutôt trouvé de l'abattoir. C'est pour certains. Oui. Non. Je suis franc dans ce que je dis. J'en connais. J'ai dissuadé plus d'un. C'est-à-dire que pour lui, même dans la classe de 6e jusqu'en terminale. Il voulait quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Mais il veut toucher à tout. Tout ce qui est femme, tout ce qui est sexe. Mais maintenant, je demande, est-ce que ce n'est pas des élèves qui dépravent l'enseignant, ou bien c'est l'enseignant qui... Je dis, je ne comprends pas. Bon, vous avez eu son cas où l'élève est venu se déshabiller devant lui. Voilà, c'est une forme de violence. Venir se déshabiller devant son enseignant, c'est une forme de violence. Oui, et je crois que les enseignants subissent ce genre de violence qui ne sont pas des violences physiques, mais qui sont des violences symboliques. Ok? Et je peux vous dire, vous entrez dans une classe, une jeune fille se déboutonne. Déjà, regardez comment. Au supérieur, là, c'est très grave. Et vous mettez des regards appuyés. Oui, voilà. La manière de se vêtir, la manière de bouger pendant que vous êtes là. Et donc, je pense que c'est, comme monsieur le dit, effectivement, c'est pas des rapports qui sont autorisés. Mais tout le monde est condamnable dans cette affaire-là. C'est pour ça que je reviens, n'est-ce pas, à la chaîne de valeurs éducatives qu'il faut revoir. La socialisation des enfants dès le premier âge. Et nous avons lâché prise, en fait. Mais les enseignants étaient tout aussi jeunes. Nous avons lâché prise. C'est pas une question de jeunesse. Parce que vous avez dit qu'ils sont de plus en plus jeunes. Mais Aline, dites-vous bien, avant, à votre époque, quand vous sortiez de la maison, votre maman vous disait, si quelqu'un vous donne de l'argent, ne prenez pas. Si quelqu'un vous fait un cadeau, ne prenez pas. Aujourd'hui, une fille rentre à la maison avec une belle montre. Elle lui dit, c'est elle qui m'a offert. Et la maman ne dit pas, viens me montrer qui t'a offert ça. Parfois même, on lui apporte des cadeaux, y compris, en plus de la montre, des cadeaux pour la maman. La belle-mère. Et elle reçoit. Pour des enfants qui ont quel âge? Elle reçoit. Donc c'est ça, ça dit que... Puisque ça ne va même pas d'avoir à la maison, elle a faim. C'est ça, donc il faut que les parents reprennent la main en ce qui concerne l'éducation des enfants, qu'on leur inculque des valeurs importantes pour qu'ils deviennent, n'est-ce pas, des modèles. Alors parlez-nous de, vous avez évoqué en antenne justement, Dr Magloire Ndongbo, la question de la monoparentalité. Vous sembliez dire que les familles monoparentales concourent à ce qu'on ait des cas de violence en établissement scolaire. Très bien. Je voudrais dire d'entrée de jeu que j'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau qu'il y a un processus de fabrication ou de production d'un phénomène. On ne naît pas délinquant, et autant qu'on ne le devient pas subitement. Le phénomène, en fait, c'est l'aboutissement d'un long processus qui est
n'est-ce pas, le fruit d'un nombre d'agencements de facteurs. Pour ce qui est de la criminalité des étudiants, j'ai parlé sur ma page Facebook il y a 2 jours du disciple qui assassine le maître. Et c'est une image très forte pour moi, parce que comme on connaît dans le système éducatif que le maître, c'est le leader, celui qui montre le chemin. Le maître, c'est un peu démystifié aussi. Si le maître vous montre sa nudité. Effectivement, le maître est démystifié. Oh, j'ai pas tout à l'heure de l'effritement. J'ai pas tout à l'heure l'effritement de l'autorité. L'autorité, notamment l'autorité de l'enseignant, avec le bouleversement de notre société. Il fait le deal avec les élèves. Bien sûr, il fait le deal avec les élèves. Il veut avoir de l'or. Il veut avoir la dernière montre. Enfin, le dernier téléphone à la mode. La question est celle de savoir, le jeune criminel qui assassine son maître aujourd'hui, d'où est-ce qu'il vient? Il vient nécessairement, il faut préciser que c'est pas tout le monde. C'est en fait des cas sociaux ci et là qui ont un point commun. C'est que ils ont presque la même trajectoire. C'est-à-dire, ils passent par les mêmes conditions de vie. Et premièrement, les conditions familiales dans lesquelles ils évoluent. On fait comment? Les conditions familiales ne sont pas réunies pour que le modèle d'éducation lui soit transmis. C'est pour ça que vous parlez de la question de la monoparentalité qui peut permettre de comprendre quel soit le processus de ces enfants. C'est vrai qu'on peut avoir des situations de parentalité complète où on a presque les mêmes résultats. Parce que lorsque l'un des parents est absent ou lorsque tous les deux sont presque absents, une interview parlait tout à l'heure des parents qui sortent très tôt, à 8 h et rentrent très tard. Je vais vous surprendre, j'ai reçu, ça c'est pour l'émission que je fais à la radio, j'ai travaillé avec des élèves d'un collège de la place, là c'est un collège, elle arrivait à prendre 500, 800 000, 1 million, sans que le parent ne sache qu'on lui a pris de l'argent pour organiser les fêtes. C'était vraiment, comme vous voyez à la télévision, les pin-up du lycée. Donc les stars du lycée. C'est la fille qui est riche, elle organise son incroyable anniversaire, elle a son nom écrit sur les t-shirts. Je dis, elle arrive à prendre 500, 800 000 des personnes très riches de ce pays sans que le parent ne soit au courant. Le poteau rose est découvert quand un parent d'un enfant ou un nanti découvre que son enfant marche avec des gens pas très sérieux et puis il pose des questions et c'est là qu'il fait découvrir aux parents de la jeune fille en question que écoutez, votre fille vous prend de l'argent et vous n'êtes même pas au courant. Donc je disais tantôt que tout part de la famille. Et je crois qu'il est fondamental que les parents aujourd'hui prennent leurs responsabilités. Beaucoup de parents se disent aujourd'hui qu'éduquer leurs enfants, c'est trouver de l'argent pour payer la scolarité. Et donc on abandonne quasiment l'éducation aux enseignants. Les enseignants qui ne peuvent offrir que ce qu'ils ont. L'éducation relève essentiellement de la famille. C'est là où on pose d'ailleurs les bases. Et il faut que les parents apprennent que lorsqu'on parle d'éducation des enfants, il ne s'agit pas d'une présence ponctuelle. Il s'agit d'une présence permanente et une présence permanente meublée d'un modèle d'éducation à travers. Parce qu'il y a des parents aussi qui n'ont rien à offrir. Il ne suffit même pas que le parent soit là, mais il faut que le parent puisse s'asseoir, penser le modèle d'éducation. Vous avez vu par exemple le cas du petit criminel. Il est violent, tout le monde sait, et puis il n'a même jamais été dénoncé. Ce sont les erreurs de notre pays. Un criminel comme ça qui circule partout dans la rue, personne ne l'a dénoncé, parce qu'en fait les parents ne savent même pas quand on a une situation comme ça, on le signale par exemple. Donc je crois que c'est le plus important. Et les familles de monoparentalité, en fait ce sont des familles où l'unique parent qui existe, et se le cache nous. Malheureusement aujourd'hui chez nous, le taux d'enfants qu'on appelle les enfants légitimes, les enfants naturels, pardon, c'est-à-dire qui sont pas nés dans les mariages, deviennent de plus en plus nombreux. Et les relations conflictuelles entre les parents font que l'enfant finit toujours par être isolé. Les mamans font comment? Alors les jeunes mamans qui vont vous écouter ce soir vont vous demander, je fais comment? Il m'a abandonné avec les enfants. C'est ça la grosse question. Vous allez répondre tout à l'heure. On va donner la possibilité au public de réagir avant de prendre les réactions sur Facebook, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions qui se succèdent. J'espère qu'après l'émission, vous allez pouvoir débattre avec les internautes sur la question sur la page de l'émission Intime Conviction au pluriel. Vous allez avoir des experts qui débattront avec vous, ou encore sur la page Canal 2 International où l'émission est diffusée en direct. Alors, je vais donner la parole à la première personne dans le public. Vous vous présentez, hein? Oui, et vous me donnez votre avis sur le sujet de ce soir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Emmanuel Mboumo, je suis ancien enseignant vacataire dans une autre vie. Aujourd'hui, j'ai carrément... Dans une autre vie? Oui, dans une autre vie, parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus dans la même fonction. Tout se passe comme si les responsabilités ne sont pas partagées
dans les violences en milieu scolaire. Moi, je vais prendre le côté des enseignants que nous avons dans nos lycées aujourd'hui. Je vous ai dit, je suis un ancien enseignant vacataire et je me suis rendu compte que aujourd'hui, on n'est plus enseignant par vocation. Par vocation. Vous voyez? On est enseignant avec tout ce qui se passe dans notre système éducatif camerounais précisément. Parce qu'on est X ou l'enfant de Y, on se retrouve à être enseignant demain. On se demande bien, ces enfants que nous formons au lycée et qui sont des têtes dures, qui violentent les enseignants, demain, ils se retrouvent étant des enseignants. Mais on a beau chasser le naturel, mais il revient au galop. Vous attendez quelle attitude de cet enseignant qui lui-même au lycée n'avait pas été un modèle? Mais parce que le père est l'ami de X ou bien le père Y, il se retrouve à l'école normale, il devient enseignant, il va poser les mêmes actes qu'il posait au lycée. Donc il s'en fout un peu de tout et de tout le monde. Il s'en fout de tout et de tout le monde. Il ne peut pas avoir une réaction de pédagogue lorsqu'un cas se pose. Prenons le cas d'un élève qui est en train de manipuler son téléphone lorsque l'enseignant est en train de dispenser un cours. Si c'est un enseignant qui fut délinquant et qui demeure délinquant, parce que le naturel est revenu au galop en lui, mais vous attendez quel type de réaction? Il ne va pas chercher à contacter l'administration pour prendre le téléphone, mais il va aller vers l'élève, essayer de prendre le téléphone de lui-même par les manières que nous connaissons. Et puis pour raqueter l'enfant après. Ou peut-être pour raqueter l'enfant après, parce que les pouvoirs publics, ceux qui les recrutent, les ont laissés comme ça. Prenons le cas de ce garçon, Tchakounte, qui est mon père à son âme. J'ai dû entendre, entre guillemets, qu'il était affecté à l'ouest du Cameroun et qu'il enseignait au lycée de Colbisson comme enseignant vacataire. Mais vous comprenez que le pouvoir public ne s'occupe pas de lui. Il enseigne en tant que vacataire parce qu'il a besoin de se nourrir et de nourrir sa petite famille. Pendant ce temps, que font les enfants à ces heures de cours programmées dans le lycée où ils se trouvent? Il faut manipuler le téléphone, il faut monter des scènes ou des scénarios pour agresser les enseignants. D'accord. Il y a autant de choses. Alors on va passer la parole à quelqu'un d'autre dans le public parce que le temps à nous imparti est déjà vraiment en train de... Bonsoir tout le monde. Il court pas, il file le temps à nous imparti ce soir. Oui, je suis Roland Sétia, je suis en sciences politiques et en sociologie. On vous entend pas très bien. Roland Sétia, je suis en sciences politiques et en sociologie. Oui. Oui. Et je dirais simplement que le Cameroun est beaucoup pris par les problèmes d'ordre sociaux. Et à ce niveau, je pense que tant dans l'espace public réel que dans l'espace public virtuel, il a dit que notre jeunesse aujourd'hui est en train de prendre un champ qui ne va pas de soi. Et en effet, je dirais que tout le monde est responsable de ce genre d'attitude. Ce n'est pas seulement, comme le disait mon confrère qui est autour de moi, une action qui est un peu qu'on doit tirer vers les autorités publiques. C'est une action qui incombe à tout le monde. Il a dit que même le vendeur à la sauvette doit savoir que la société, c'est un lieu où tout le monde doit participer. Et on parle ici des enfants qui ont commencé à prendre certaines dérives. Ce phénomène a commencé beaucoup plus dans la décennie des années 2000, parce qu'auparavant, dans les années 90, c'était difficile de voir des enfants qui ont un âge très bas et qui, par conséquent, commençaient à prendre des stupéfiants et agissaient de la sorte. Et je dirais que c'est un phénomène que la responsabilité incombe le plus à la maman. Parce que, comme le disait déjà Tchekanda Diop, le règne du matriarcat, c'est la mère qui porte. Et puisque c'est la mère qui porte, l'éducation d'un enfant ne commence pas à 6 ans, à 10 ans ou à 15 ans. L'éducation d'un enfant commence beaucoup plus à l'âge au moment où il commence à ouvrir les yeux pour regarder sa maman, donc lorsque la maman est de lui donner du sang. Parce que ici, la mère doit forger le cycle de l'enfant. En effet, il a dit que il y a un problème ici qui se pose, à savoir les parents d'aujourd'hui ne mettent pas de l'accent sur le fait de forger le subconscient de l'enfant. Le subconscient, en fait, qui joue le rôle de censure. Parce qu'un enfant qui n'a pas un subconscient qui est bien, qui est colosse et qui est généralement aiguisé par la maman, est un enfant qui est à la merci de tout genre de... Voilà, vous indexez la maman. Alors, on va passer le micro à quelqu'un d'autre, juste derrière vous, là-bas.
vous êtes étudiant, bonsoir. Bonsoir madame. Oui. Je me nomme Daniel Moukouri. Oui. Je suis étudiant à l'université de Douala, en faculté des sciences juridiques et politiques. Oui. Quelle année? En première année, en licence. Vous avez été élève. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Voilà. J'aimerais d'abord vous faire savoir, en fait, vous dire combien je suis choqué, je suis carrément scandalisé. D'après tout ce que j'ai eu à entendre, d'après tout ce que j'ai eu à voir sur ce qui se passe dans le territoire national, ce qui concerne la jeunesse, ceux qui sont encore sur les bancs du secondaire, entre guillemets. Voilà. Donc, je ne pourrais dire que j'ai été un élève parfait, ou bien que j'ai atteint la perfection. Non. Je dirais que j'ai fait l'effort d'atteindre l'objectivité dans tout ce que je faisais lorsque j'étais encore dans les bancs du secondaire. Voilà. Vous voyez, donc, je jette beaucoup la faute. Je jette beaucoup la faute primordialement aux parents. Les parents ne prennent pas leurs responsabilités, surtout nos parents d'aujourd'hui. Alors, beaucoup, les parents ont été indexés ce soir. On va vous donner la parole parce qu'après, on va faire la synthèse à vous, Fridola. Yamde, vraiment, le temps nous imparti bientôt. On sera à la synthèse. Vraiment, on n'a pas beaucoup de temps. Le sujet est assez intéressant. Il y a beaucoup à dire. Il faudra sortir avec les recommandations de ce professeur qui est en charge aussi de la discipline, qui touche du bout des doigts des réalités au quotidien. Alors, on est tout le temps en train d'indexer les parents. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Vous avez les associations. Qu'est-ce que vous faites dans vos associations de parents d'élèves? C'est pas complètement vrai, faux. C'est pas complètement vrai non plus. Vous me parlez que d'argent? Non. Les frais d'APE? Non. Si on envoie un enfant à l'école, c'est parce qu'on pense à son avenir. Mais qu'est-ce que vous faites pour éviter les cas de violence? Parce que quand on entend les associations d'APE, c'est beaucoup pour dire que les frais d'APE ont été détournés. Oui, vraiment, mais après... Les violences, la question de violence. Les bases sont multiples. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, au niveau des établissements... Concrètement. Donc pour l'APE. Oui, quand, généralement, nous ne sommes pas là tout le temps, on nous interpelle. Quand il y a un cas de violence, pardon, soit entre camarades ou entre professeurs et élèves, il y a le premier à intervenir, c'est le suivant général, qui saisit donc l'autorité suprême qui est le principal, et il fait appel aux parents. Et on convoque les parents des enfants en question, et on passe presque à un tribunal. Mais vous faites quoi dans votre tribunal? Bon, on juge, on pose des questions. On a quand même un minimum de bon sens pour savoir si l'enfant dit vrai ou bien dit faux. Parfois, il y a des fausses accusations. D'accord. Donc, dans votre tribunal, c'est de juger et voir l'affaire. Si c'est vrai, il y a des mesures qui sont prises. Alors, moi, j'ai pas beaucoup entendu parler de prévention. Donc, moi, je me serais attendu à ce que vous nous disiez comment vous, les parents d'élèves, vous vous organisez, parce que ça ne se passe pas qu'aujourd'hui. On se serait attendu peut-être, par exemple, que vous vous organisiez pour la prévention. Alors, je vais prendre rapidement quelques réactions, parce qu'après, on va faire le tour pour les recommandations. Alors, quelques réactions rapidement. Aïcha Saretou qui nous dit si on pirate mon compte, je fais signe à mes contacts et puis je bloque tous les élèves, pour les élèves. Voilà. Il y a Franck Jumpy Chemeni qui dit, à mon humble avis, je porte un doigt accusateur sur le gouvernement qui fait pratiquement rien. Il n'y a pas que l'enseignement qui se porte mal. Il y a Alexis Lionel qui nous dit, vous êtes même bien là-bas en ville, avec les élèves et vous n'êtes pas content. Ici, dans les zones retirées, tu grondes un enfant ou tu punis un enfant du primaire, attends-toi que le lendemain, tu auras les maladies mystiques. Oh, il y a des parents qui envoient des maladies mystiques. La violence étendant aux parents. Voilà, donc il y a des parents qui envoient des maladies mystiques aux enseignants. Alors on va faire le tour pour les recommandations juste derrière la transition. Alors, avant de vous donner la parole à vous, Télé chez nous, il y a Joe Limic
Je suis Joël Limipo, directeur d'école au Bénin. La responsabilité est partagée au Bénin. Il est interdit de rentrer dans le collège avec le téléphone portable. Même ici au Cameroun, c'est interdit de rentrer à l'école avec le téléphone portable. Mais qui donne le téléphone portable aux enfants? Je veux dire que quand vous découvrez que votre enfant a eu le téléphone, qu'est-ce que l'enfant... C'est le téléphone Android. Un téléphone Android, c'est vrai qu'à la casse et tout ça, il coûte 15 000, 25 000, 30 000. Mais comment est-ce que l'enfant fait pour avoir... C'est quand même extraordinaire. Alors, on va rapidement prendre les recommandations de chacun sur le plateau. On débute avec vous. Oui, alors, je vais formuler... Recommandations concrètes. Tout à fait concrètes. Je vais formuler 2 recommandations, ou 3. La première, c'est à l'endroit des parents. Je recommande aux parents de faire très attention à leurs enfants. Les parents doivent fouiller le sac de leurs enfants quand ils rentrent de l'école et le fouiller également quand ils partent à la maison. Ça, c'est des choses qu'ils doivent faire systématiquement. Ils doivent aussi initier des fouilles inopinées dans leur chambre de temps en temps. Ah oui. Ils doivent le faire constamment. La deuxième recommandation va à l'endroit des enseignants. Oui. Et surtout, et aussi à l'endroit du gouvernement. Je pense qu'il faudrait former les enseignants dans leur manière de communiquer avec les élèves. Parce que leur relation avec les élèves est essentiellement une relation de communication. Oui. Une communication qui leur permet de transmettre certes le savoir, mais une communication qui va déterminer la nature de l'interaction entre les deux. Donc si un enseignant, alors qu'il a surpris un élève en train de pianoter un téléphone, l'injurie, le gifle, il est en train de construire, n'est-ce pas, de la violence. D'accord. Ok. Et troisièmement, la dernière recommandation, c'est au niveau de ceux qui sont chargés de la discipline dans les établissements scolaires. Blaise, votre recommandation. Oui. Ces personnes qui sont chargées de la discipline dans les établissements scolaires doivent être très méthodiques dans leur travail. Je connais quand même... Même si on leur donne des surnoms. Hein, oui, ils doivent être très méthodiques. Oui. Même si on vous donne des surnoms, Kingdom, tête de porc, il y avait des élèves petits Guinness. Et surtout, ils doivent éviter de rentrer dans des affrontements physiques avec les élèves. Ça, c'est des choses qu'ils doivent éviter. La communication, récupérer un téléphone, et puis il y a des choses qui peuvent suivre, des sanctions, mais qui ne sont pas forcément physiques. Alors, le temps, rapidement... Et toujours saisir les parents dès qu'il y a quelque chose. Oui. Maclin Dormo. Un étudiant, un élève qui a regardé Prison Break jusqu'à la fin, s'il est exposé, il n'a qu'une seule préoccupation, comment entrer dans un établissement scolaire avec la drogue, avec une fourchette, un couteau sans être prêt. Il va créer la porte des étoiles. Ouais, cherchez à savoir si vous n'avez pas la porte des étoiles dans vos établissements scolaires. C'est un peu ça. Donc, voilà un peu le type d'individu qu'on a aujourd'hui. Et nous avons expliqué tout à l'heure comment il en vient à être créé. C'est un peu comme une fatalité à laquelle nous faisons face parce que c'est un phénomène qui est largement au-dessus des capacités de tous ces acteurs on a cités. Ce qu'il faut faire actuellement, c'est qu'il faut faire face au phénomène. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour faire face au phénomène? À l'endroit de l'État, il faut réguler l'exposition de nos étudiants, de nos jeunes à la modernité. L'exposition aux réseaux sociaux. Il faut penser urgemment à les réseaux sociaux, c'est très important. Posés. Ouais. Il faut Ils sont cachés là dans les faux profils. La censure. C'est vrai quand même on a presque paralysé les États du Sud de toute leur capacité de censure. L'État doit penser à se soustraire de la tutelle de ces mecs qui l'empêchent de censurer les médias, mais le faire. Nous n'avons pas de choix. Maintenant, à côté de l'école, les établissements scolaires doivent préparer pour pouvoir faire face au phénomène. Le jeune, par exemple, qui a violenté les assesseurs enseignants, mais il était dans cet établissement depuis longtemps, qu'est-ce qu'il faisait là? Donc, il faut penser à l'administration scolaire, aux mesures de sécurité qu'il faut... Il a regardé les gangs à la télé, comment ça se passe. Alors, vous, la chicotte pour ou contre le retour de la chicotte? Est-ce qu'avant, il y a beaucoup de parents qui nous contactent? Ouais, on fouettait avant et tout ça, vous êtes d'accord avec ça? Les surveillants généraux qui étaient très charismatiques, dès que vous le regardez, vous avez seulement envie de pleurer et tout ça. Est-ce que vous êtes parents, hein?
Le retour de la chicotte. Le retour à la chicotte, le contexte n'est plus indiqué. Oui. Parce que quand je parlais d'une nouvelle race, là, la race des extraterrestres, depuis la maison, vous parlez à un enfant, il vous regarde comme si vous étiez un chien. Vous avez d'abord commencé à lui parler à quel âge? C'est ça. Mais tiens, je vous ai dit, les responsabilités sont partagées. La famille, l'environnement, même l'État. Et il faut faire quoi? Ma recommandation à l'État, c'est de mettre un accent particulier sur la médecine scolaire. Les fous ne sont pas seulement ceux-là qui marchent mieux dans la rue. Il y a des problèmes mentaux. Hein, parce que face à un acte qu'un enfant pose, c'est extraordinaire. Vous posez la question, si c'est même un être humain. C'est un sociopathe. Donc, voilà. Oui. Alors vous, rapidement, on sort avec vous, hein, parce que les recommandations, vous en avez bavé. Hein. Assez. Heureusement que vous êtes couverts. Hein. Il viendrait peut-être au corps à corps avec vous dès demain. Alors, dites-nous, recommandations rapidement. Au niveau de la famille, je suis fondamentalement chrétien. Je dirais que les parents doivent revenir aux valeurs chrétiennes, une éducation chrétienne. C'est-à-dire prendre des moments de prière avec les enfants, chasser le mauvais esprit. Ou dans la soirée, de temps en temps, prier avec les enfants, leur parler de la parole de Dieu. À côté, en ce qui concerne nous, les enseignants, je voudrais parler notamment aux chefs d'établissement de faire de bons recrutements. De bons recrutements. Il y a trop de mafia dans les recrutements dans nos établissements. Un enfant qui a été exclu à X, il s'en va faire un faux bulletin, il se retrouve dans un autre établissement. On voit bien que le bulletin est faux, mais parce qu'on a donné 50 000 francs pour la place, l'enfant entre dans l'établissement. Il faudrait que ça s'arrête. Voilà. Et puis on fait comment de la drogue et autres qu'on consomme, de ceux qui trafiquent la drogue, on les chasse ou bien reste? C'est-à-dire qu'il faut créer des cellules pour prendre en charge ces enfants. Ces enfants sont vulnérables. Vraiment, c'est terminé. On aurait, je sais pas, vous aurez peut-être la possibilité d'échanger sur la plateforme de l'émission. Vraiment, malheureusement, il y a beaucoup à dire sur le sujet pour ce soir. C'est terminé. On va terminer justement avec cet encadré-là rapidement. Hein. En se disant qu'on va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30. On termine avec ce message. Ce message de Platon, hein, qui parle voilà, du rapport... Père s'habitue à laisser les enfants lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie. Bonsoir, à lundi prochain.